Au nom du laboratoire C3S, bienvenue. Le laboratoire est un laboratoire pluridisciplinaire dont la maison mère est ici, à l'UPFR Sport. Et il est vrai que dans nos travaux, nous privilégions tout ce qui se réfère aux jeunes. Nous avons travaillé sur l'engagement, sur la citoyenneté, sur le rapport aux valeurs, et puis également tout ce qui concerne le risque, la vulnérabilité. Et ça a débouché sur des colloques, des séminaires, des publications. Et très dernièrement, nous avons justement eu l'opportunité de publier les actes d'un colloque qui portait sur les jeunes par rapport au sport de rue et par rapport également à la signification qu'il convenait d'accorder à ce genre de manifestation. Et justement, lors de ce dernier colloque, nous avons eu le plaisir d'avoir Jean-François Hureau à mes côtés qui avait bien voulu participer, notamment sur l'expérience dont il parlera en partie de parcours. Et c'est la transition rêvée pour vous présenter en quelques mots Jean-François, qui est, on l'a dit, agrégé d'éducation physique et sportive, qui a longtemps enseigné dans le secondaire, dans des collèges en zone d'éducation prioritaire. Et à cette occasion, il a bien sûr été en direct, en face à face, avec des élèves qui avaient un rapport parfois assez éloigné avec l'autorité et qui, vis-à-vis du risque, étaient en revanche très présents à bien des égards. C'est un psychologue également. Il a intégré depuis déjà de longues années l'UPFR Sport et ça lui a permis de théoriser et de préparer les futurs formateurs par rapport à la transmission des savoirs qui prennent en compte la dynamique identitaire des adolescents. Il a complété ses études dans le domaine des neurosciences avec des masters de recherche, en particulier en faculté à l'Université de Franche-Comté. Et il est l'un de ceux qui est parmi les meilleurs connaisseurs de ces jeunes et de leur dynamique identitaire. Mais maintenant, comme tout sportif d'un âge certain, la pratique de Jean-François se situe plutôt dans le rapport à un risque contrôlé, modéré, raisonnable, apportant des sensations, certes, tout en conservant le plus longtemps possible l'intégrité physique. Et c'est un adepte du VTT, du ski et du golf. Donc je vais tout de suite laisser la parole à Jean-François, il connaît le timing, pour pouvoir donc nous entretenir avec vidéo à l'appui de cette adolescence et de cette prise de risque. À toi Jean-François et merci. Bonsoir à tous. Merci de me solliciter pour ce type d'entretien qui me permet de découvrir un amphi assez nombreux et des étudiants, donc je suis content de voir qu'il y a des jeunes ici, des anciens jeunes aussi dans l'Assemblée. Gilles évoquait un petit peu l'expérience que j'avais eue avec des jeunes en collège, en ZEP. C'est vrai que leur caractéristique, c'était d'être attachants, c'est-à-dire qu'il y a un lien qui se crée forcément, un lien qui devient forcément solide et important pour eux. Et c'est vrai que si pendant longtemps, j'avais l'impression que finalement j'étais un enseignant parmi d'autres, pour certains élèves, le rapport avec parfois un prof qui les considère d'une certaine manière peut faire évoluer la destinée de quelques-uns. Donc c'est un petit peu sur ces bases-là que j'ai essayé de reprendre ce travail avec la prise de risque, de théoriser comme il a été dit. C'est vrai que quand on théorise, c'est plus facile parce qu'on n'est pas en contact direct et puis on n'a pas à chaque fois à trouver des clés qui ne se trouvent que dans le vécu. Donc le risque, faire une présentation un petit peu rapide, voilà, c'est quelque chose qui, aux yeux d'un tiers, représente un danger objectif pour la santé. Donc on voit cette définition qui est une des caractéristiques de la paix sociale. L'objectif en société, c'est effectivement d'avoir des comportements prévisibles, de limiter les comportements inconsidérés le plus possible, sauf parfois à travers certaines finalités. Si on craint de rater son train, on va rouler un peu plus vite exceptionnellement, mais si on n'a pas de raison particulière, on va se situer effectivement en deçà des zones de péril. Donc on voit que cette notion de paix sociale implique une discipline,
Un rapport à l'autorité, c'est tout le contraire de l'impulsivité, de l'irrationalité dans la vie que l'on souhaite la plupart du temps vivre. Alors l'adolescence, on va voir que dans la définition, on est assez éloigné de cette recherche de conformité. Tout le monde le sait, hein, il y a l'idée de passer à autre chose, à une nouvelle identité en particulier qui va intégrer la sexualité. C'est la question de la génitalité qui se pose pour les adolescents, et il n'y a que eux qui pourront apporter une réponse. Hein. C'est le premier moment de la vie où les parents ne seront pas nécessaires ou ne seront pas d'un secours toujours très important pour leur permettre de faire ce type de choix. Et on rappelait une des choses importantes, un des critères de fin de l'adolescence, c'est le moment où on trouve sa place dans la société, où on recrée une cellule familiale, en tout cas un équilibre affectif. Et on se rend compte que cette question de l'adolescence, cette question identitaire de l'adolescence, elle met du temps à se terminer, et souvent elle peut se reproduire plusieurs fois dans la vie lorsqu'on perd son travail ou lorsqu'on est en phase de changement, de rupture sentimentale. Voilà, c'est une question qui se repose, une question identitaire qui peut réintervenir. Alors l'adolescent, de Françoise Dolto évoquait le complexe du homard pour rappeler sa fragilité, sa sensibilité à cette dimension hypersensible durant cette phase de transformation. Où toutes les informations sont accentuées, les émotions, la sensibilité exacerbée, hein, ce qui, tous ceux qui ont vécu ça comme parents fatigue relativement l'entourage. Mais il y a quelque chose d'une caractéristique de l'adolescence qu'on oublie souvent, que Harry Potter essayait de rappeler, c'est comment rester vivant, comment garder la joie ou la force de l'enfance, même en étant adulte. C'est une recherche de l'adolescence. Balavoine chantait nous ce qu'on veut, c'est être heureux avant d'être vieux, et 30 ans, on n'a pas le temps d'attendre 30 ans. 30 ans, c'était déjà être très vieux quand on est jeune. Donc il y avait cet impératif de vivre. Et pour les jeunes, effectivement, la vie de l'adulte, c'est quelque chose d'un peu routinier. C'est une vie aseptisée, hein, quand on parlait de paix sociale. C'est quelque chose qui ne fait pas forcément rêver un jeune. Donc la prise de risque, pour relier un peu les deux thématiques, hein, cette prise de risque, elle permet effectivement aux jeunes d'éprouver des sensations, et surtout l'idée de se sentir vivant en particulier. Voilà, cette idée d'être vivant, d'exister pour soi, c'est un élément important, hein, dans cette quête identitaire temporaire. Alors dans les questions que je me poserai avec vous, qu'est-ce qui relève de la normalité dans la prise de risque ? Enfin, de la normalité dans un premier temps, de la nouveauté éventuellement. Est-ce qu'il y a des facteurs récents qui invitent à regarder cela différemment? Est-ce qu'il y a des dimensions pathologiques au risque? Question relativement importante. Et pour associer avec le travail qu'on avait fait la dernière fois, j'ai pris l'exemple du freerun. Je vous ferai une petite pour présenter une vidéo de cette activité. C'est les déplacements effectivement en ville. Vous avez certainement déjà dû croiser des jeunes qui tentent des figures, de grimper sur des murs, d'escalader ou de faire des saltos. Ce type de pratique qui est fait essentiellement par des jeunes, de quoi ça relève? De la normalité, de la nouveauté, voire de la pathologie. Donc c'est une question qu'on peut se poser ensemble. Et une problématique un petit peu longue, hein, mais voilà, la question, c'est de dire un adolescent, lorsqu'il pratique le freerun, est-ce que c'est plutôt une expérience maturante pour lui, ou c'est plutôt une forme de régression, voilà, l'envie de s'enfermer dans un monde en refusant la paix sociale des adultes, hein, qu'on avait évoqué avec le refus du risque. Donc voilà, est-ce que c'est quelque chose d'évolutif ou au contraire de régressif dans l'approche? Alors le freerun ou le parcours, c'est-à-dire le nom français à l'origine, c'est français d'origine, ça s'appelait le parcours, c'était un mode de déplacement en milieu urbain, c'est l'art du déplacement. Les Anglais l'ont appelé sous le terme de freerun ou freerunning, et y ont introduit davantage d'esthétisme, de figures gymniques dans ce type d'activité. Donc on verra les deux. Quand c'est très gymnique, c'est plutôt du freerun. Tongue, but for
young, meaning we minus the bright sun. And I am none like at my side, I'm like white on the right bun. Like that one, baby stacked with a fat one. Action packed with a rack and a little bit of that jack. She's past done, got a 36 pack of Magnum. I'm glad and I'll bag 'em, put a bitch in a sack and I bring her back. And then I gotta go and leave a lash from the passion. Donc on voit que la question de la prise de risque se pose de manière assez crue. Là, vous avez en anglais le nombre de plaques en titane, d'agrafes, voilà, de tous les éléments réparatoires que les urgentistes ont à faire, ce qui montre un petit peu l'importance de la question dans cette pratique. Elle peut servir de révélateur à la manière dont peut être vécue cette adolescence. Alors, ce qui relève d'une forme de normalité dans la prise de risque, c'est première partie de cette réflexion. L'adolescence, effectivement, c'est l'âge des prises de risques excessives. J'ai repris quelques données de l'OMS de 2008, de l'INSEE, de la prévention routière. C'est complètement convergent dans le fait que la caractéristique de l'adolescence, c'est la seule phase de la jeunesse où les causes de mortalité sont d'origine externe. C'est à partir de 14-18 ans, 18-24, à 69-70% des cas, voilà, lorsqu'il y a une mort, c'est dû à des causes externes, accidentelles. On verra beaucoup liées au comportement routier, mais des noyades, brûlures, etc. Donc ça, c'est une caractéristique forte. Et un chiffre qui est assez parlant, c'est que du point de vue routier, les 18-24 ans représentent 9% de la population, mais plus de 20,5% des tués sur les routes, des victimes. Donc on se rend compte qu'il y a un ratio qui est double dans cette logique-là. Dès 14-17 ans, ils sont impliqués surtout en tant que cyclomotoristes ou passagers de voiture dans ce type d'action. Donc on voit les accidents de la route sont un révélateur assez important. Alors 2 tiers en voiture, 1 tiers en moto. Et une caractéristique particulière des adolescents en général ou des jeunes conducteurs, c'est qu'il n'y a pas d'autres véhicules impliqués dans 40% des cas. C'est-à-dire qu'en général, c'est un accident qui se fait tout seul. Souvent, c'est en campagne et plutôt la nuit. J'ai eu l'occasion de travailler aux urgences psychiatriques de Majo une période. Et il y avait une demoiselle qui était une des 2 survivantes d'une voiture, une Audi, qui s'était crashée à 180 à l'heure. Ils avaient fait un tout droit, ils avaient fini dans un mur. Donc le conducteur et puis un passager mort. Et puis immédiatement. Et puis 2 qui étaient multi-traumatisés, multi-fracturés. Voilà, c'est le type d'accident qui peut intervenir. Et dans beaucoup de cas, l'alcool est impliqué. Alors les raisons traditionnelles qui amènent, donc les raisons traditionnelles qui amènent les adolescents à prendre des risques, à se situer dans cette catégorie, j'en ai relevé trois grandes dans la littérature. Il y a les raisons d'origine neurologique. Et en particulier, tout le monde sait que l'adolescence, c'est une activation endocrinienne importante. Alors, de testostérone pour tout le monde, c'est x60 pour les garçons. Les demoiselles, c'est x40 pour l'œstrogène. Mais il y a un bombardement de testostérone qui favorise l'agressivité, le passage à l'acte plus rapidement. D'autant qu'une autre hormone, celle qui est davantage liée au sommeil ou à certains tempéraments parfois dépressifs, la sérotonine, est à des taux faibles. Donc c'est une dimension qui est importante. Il y a un deuxième aspect qui caractérise les adolescents, et ça c'est quelque chose dont on pourrait s'étonner éventuellement, c'est qu'il y a une forme de programmation génétique pour que la zone orbitale du cerveau, c'est celle qui est en avant, c'est celle qui est mûre en dernier, c'est la zone de la réflexion, de la sécurité. Et voilà, les adolescents n'ont pas une perception du risque et des dangers qui est celle des adultes, et c'est prévu comme ça par la nature. Alors pour une raison
relativement ancestrale, c'est que l'objectif de la nature, en tout cas de cette maturation tardive, c'est de donner l'envie à l'adolescent de se faire voir ailleurs, d'aller découvrir l'inconnu. À l'origine, c'était pour éviter la consanguinité et l'endogamie dans les tribus et d'aller trouver une compagne ailleurs. Donc, on a conservé cette chose-là. Un des avantages de l'adolescence, c'est effectivement que le jeune ait plus facilement envie de quitter le nid grâce à cette possibilité. Des causes psychologiques ensuite. L'origine, l'étymologie de risque, ça vient de rececare ou rececum. Dans les deux cas, c'est quelque chose de tranchant. Et en fait, la prise de risque à l'adolescence, c'est une deuxième et enfin une dernière chance que l'adolescent a de couper le lien protecteur avec ses parents. Hein, c'est une façon de dire, voilà, je deviens autonome. Je n'ai pas à me référer en permanence à des conseils, à fais ci, fais ça. Donc la prise de risque, c'est une façon de couper le cordon. Bon, des fois, avec l'usage des portables, on se demande s'il rend envie de couper le cordon. Mais en tout cas, c'est un processus symbolique de séparation qui est à la fois nécessaire. Hein. Il faut que l'adolescent ait envie de faire son trou, sinon il n'y aurait que des tanguis à la maison. C'est en même temps relativement anxiogène. Et c'est aussi une façon de s'opposer à soi-même, de montrer ses compétences pour soi, de montrer qu'on a une certaine valeur, aussi de poser ses compétences aux autres, de montrer. Hein, il y a un processus identitaire de j'existe et je tiens à faire savoir que voilà, je peux faire des choses par moi-même. Au niveau sociologique aussi, hein, il y en a certainement qui ont vu La Fureur de vivre avec James Dean. Hein, c'est même dans l'actualité, on parle de rites de passage qui ont de plus en plus disparu dans la société. Avant, on avait le service militaire, on en reparle un petit peu avec les événements récents. Le dernier qui reste, c'est le baccalauréat avec voilà, une protection telle que je ne sais pas si ça a encore valeur autant de rituels. Certains psychiatres évoquaient souvent des fois les tentatives de suicide comme forme d'auto-ritualisation pour indiquer aux parents que l'enfant a grandi. Donc voilà des causes qui sont traditionnelles. Alors, pour évoquer un petit peu l'adolescence, je vous ai mis quelques images où les jeunes prennent des risques, testent leurs limites. Hein. Sur YouTube, il y en a de plus en plus. Donc là, on voit effectivement cette évasion. Chacun peut imaginer les risques qui interviennent dans ce type de situation. Et vous imaginez le sponsor qui a produit ces affiches, un Red Bull. Je veux dire que si tu n'es pas capable de faire la même chose, tu peux boire un coup quand même. Tu auras des sensations quasiment équivalentes. Donc voilà, il y a l'idéal adolescent qui est souvent récupéré par les marques pour que l'adolescent reste un consommateur. Il y a ce souci qui est fait en permanence. Voilà, cette relation entre l'idéal et le mercantile. Alors ce qui est nouveau. Alors du point de vue neurologique, il y a des choses qui n'existaient pas avant, qui existent maintenant depuis 15-20 ans. Et entre autres, c'est l'apparition plus précoce de l'adolescence. Donc il y a des comportements, un rapport au danger, à la prise de risque qui se fait plus tôt. Il y a une hormone, la gonadolibérine, qui en général est inhibée par l'hypothalamus pendant assez longtemps. Et qui va contribuer à stimuler l'hypophyse et les ovaires ou les testicules du jeune homme pour qu'il soit en situation effectivement de rentrer dans l'adolescence. Et du fait d'une alimentation de plus en plus sucrée, salée, ben effectivement, le taux de graisse des jeunes, vous voyez sur les photos de classe, il y a 40 ans maintenant, avant le petit gros, c'était l'exception. Maintenant, je ne dis pas qu'il n'y a que ça, mais c'est que les tissus adipeux augmentent chez les jeunes et ça contribue à favoriser l'entrée dans l'adolescence de manière plus précoce. C'est un certain nombre de facteurs environnementaux, les pesticides, les plastiques, vous avez certainement entendu parler des phtalates, le maquillage des demoiselles qui se maquillent de plus en plus tôt avec des choses qui contribuent à imiter les fonctions endocriniennes, contribuent à cette entrée plus précoce dans l'adolescence. Donc ça, c'est un aspect qui est relativement nouveau et
on se rend compte que l'alimentation est aussi un facteur, a une influence sur l'agressivité aussi et le passage à l'acte plus facile. Au niveau psychologique, il y a le professeur Jamet qui est spécialiste, psychiatre et puis spécialiste des adolescents à Paris, rappelle que 85% des adolescents vont bien. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas non plus imaginer que la relève est perdue. La plupart vont bien, mais le fait que beaucoup aillent bien, ça rend encore plus insupportable le fait que 15% se portent mal. Hein, les assistantes sociales dans les lycées ou les infirmières en sont témoins. Et surtout, l'expression de ces 15% est beaucoup plus visible à travers les scarifications, la délinquance, des comportements un peu extrêmes. Donc, il y a ce facteur qui a fortement évolué. Et une caractéristique qui est liée à la crise, entre autres, mais pas seulement, c'est qu'il y a une pression de plus en plus importante sur les adolescents, hein, sur leur réussite, mais qui se fait en parallèle aussi avec une réduction des contraintes familiales. Hein. Un adolescent est prêt à guerroyer une demi-heure pour ne pas faire quelque chose qui lui prendrait 30 secondes parfois. C'est-à-dire qu'il y a ce rapport aux contraintes familiales qui a nettement réduit dans les familles, et ce qui fait que l'adolescent, du fait de ses moindres contraintes, est de moins en moins capable de supporter la frustration. Donc on voit ce qui fait que moindre capacité à supporter la frustration, des attentes supérieures au système. Le professeur Jamet rappelé qu'une manière de réduire l'anxiété, hein, c'est de jouer à se faire mal, parce que quand on joue à se faire mal, on est à peu près sûr d'être gagnant. Il y en a certains qui ont peut-être vu l'émission Jackass aux USA qui suggérait un certain nombre de comportements à risque. Il y avait le Morning Life aussi, il y avait des trucs assez potages qui existaient dans voilà, comment réussir à faire des choses assez pendables. Donc il y a des adolescents, réussir c'est difficile, hein, on est sans cesse en comparaison. On a une fonction d'enseignant ici. Le rôle d'un enseignant, c'est à chaque fois qu'un élève réussit, on le met en situation d'échouer potentiellement. Donc le rôle d'un enseignant, c'est de confronter l'élève à ses limites. Et il y en a qui, effectivement, supportent mal cette remise en cause permanente. Alors, dans les réussir à se faire mal, j'ai quelques statistiques sur les collégiens et l'ivresse. Il y a déjà 1/6 des collégiens qui ont déjà été ivres, 3/5 des lycéens. On arrive à 70% pour les élèves de terminale et un certain nombre de comportements de binge drinking, etc., ou de sollicitation sur Facebook ou sur certains étudiants m'expliqueraient mieux, ça mieux davantage, où on invite quelqu'un à se mettre minable par webcam interposée. Donc c'est des comportements qui existent pour être dans cette logique. Au niveau sociologique, des évolutions, mais qui sont faites sur une trentaine d'années, c'est l'augmentation du nombre de familles monoparentales du fait des divorces, de certaines mutations. Et alors qu'avant c'était moins de 10% de la population, là c'est au-delà de 20%. Il y a en particulier 2,4 millions d'enfants qui sont en famille monoparentale. Alors, la chose, c'est que les conséquences de cette évolution fait que l'adolescent est confronté à peu d'adultes référents dans son environnement proche. Avant, tous ceux qui ont une enfance dans un village avec n'importe qui pouvaient intervenir pour dire à un jeune qui n'était pas de sa famille, d'ailleurs un voisin, fais pas ci, ou lui donner des conseils, ou lui donner le holà dans certains cas. Là, un jeune est limité dans cette dimension-là, et s'il n'y a qu'un parent et avec qui on se prend en grippe, il ne reste plus grand monde pour transmettre le sens des réalités, et aussi pour expliquer ses frustrations, ses angoisses, pour avoir une écoute. Et ce qui joue en parallèle avec cet aspect-là, c'est qu'on est également dans une société qui valorise l'individualisme, le narcissisme, l'instantanéité, le virtuel avec les portables. Beaucoup de parents, quand on a affaire à un adolescent, une fois sur deux, il est sur son portable occupé à autre chose. Donc le lien, il est déjà mis en difficulté par la structure familiale. Ça peut être renforcé aussi par les nouvelles technologies. Et une chose que beaucoup ont vécu, beaucoup de jeunes en tout cas, c'est que trouver sa place, c'est un chemin de plus en plus long.
Et une manière de définir les jeunes, ça pourrait être d'être un peu condamné à être libre, et la liberté c'est beau, mais voilà, c'est pas toujours avec des repères qui soient très solides. Winnicott rappelait cette phase de l'adolescence, il appelait ça le poteau noir, c'est une zone de dévente où on n'avance pas, on ne sait pas trop où on peut aller, et cette phase peut paraître longue pour certains. Alors l'aspect psychopathologique, donc là, il sera relativement bref, c'est quand les bénéfices secondaires du risque sont dépassés, c'est-à-dire quand la recherche de sensations, d'ivresse en termes émotionnels, hein, davantage que d'ivresse alcoolisée, sont dépassés, que là, effectivement, il y a un risque physique pour l'individu. Alors certains jeunes en particulier, à un moment donné, ne se sentent vivants que dans le recours exclusif et répétitif au risque. Voilà, hors du risque, il n'y a pas de vie. Donc certains, alors parfois c'est un moteur, il y en a qui font des sports extrêmes grâce à ça, mais il y en a c'est plus basique, c'est la remontée d'autoroute à l'envers, c'est des situations un peu extrêmes où voilà, on est dans une autre logique. Comportement ordalique, on l'avait vu avec James Dean dans le fait d'être le dernier à qui sautera de la voiture. Alors maintenant, c'est remplacé par le dernier qui quitte les voies avant que le TGV arrive. Enfin, voilà, des jeux de prise de risque, il y en a certains, beaucoup qui existent. Il y en a qui ont connu dans les collèges, il y avait le jeu du foulard, hein, qui consiste à s'étrangler jusqu'au moment de l'évanouissement pour voilà, vivre quelques sensations fortes liées à la mort. Et certains cumulent effectivement les comportements, c'est aussi un facteur repérable de l'approche psychopathologique. Donc, après avoir débroussaillé un peu, montré les trois grands repères pour identifier ce qui est habituel, nouveau ou éventuellement les dérives pathologiques, on va s'interroger sur le free run. La pratique qu'on a vue tout à l'heure, ça rentre dans quelle pratique? Alors, est-ce que c'est normal? On se rend compte que c'est normal dans le sens où l'adolescent recherche le risque pour le risque, donc il n'y a pas de gain mercantile à part ceux qui sont sponsorisés. Et on a vu, il y a tout un tas de blessures corrélatives à la pratique, en tout cas les urgences témoignent de ça. Et l'image qui est renvoyée par les médias, c'est aussi effectivement une pratique relativement risquée. Alors, du point de vue sociologique, on est plutôt dans quelque chose d'assez normal. Le fait d'avoir des pratiques aussi intenses contribue aux jeunes à se défouler, à être dans le moment présent et lui permet de baisser le taux de tension caractéristique de l'adolescence. Donc, il y a une dimension défouloir certaine. Il réinvente par le fait une forme de rite de passage. Voilà, il y a un avant, après certaines figures qui fait qu'on est perçu comme de manière différente quand on a effectivement atteint certains paliers d'expertise. Et ce qui fait la normalité, c'est qu'il n'y a pas de fonction ordalique, c'est-à-dire que les traceurs, c'est le nom de ceux qui pratiquent ces activités, n'ont aucun objectif de se faire mal, de se faire souffrir. En général, c'est très progressif, avec une montée en gamme, et en général, les risques sont très limités. Donc, ils ne jouent absolument pas leur vie, et certains peuvent faire leur carrière sans fracture, parce qu'il y a vraiment une logique sécuritaire. Donc, on voit, on est plutôt dans quelque chose de relativement normal. Tellement normal, d'ailleurs, que le freerun, dans certains endroits, est assimilé au vandalisme, parce que ça peut empiéter sur des espaces privés, ça peut laisser des traces en particulier. Et je vous ai ramené une petite affichette de la ville de Strasbourg. Hein, c'était au musée d'art moderne de la communauté de Strasbourg, où pendant un temps, le parcours était interdit. Alors, j'ai un étudiant ce matin qui m'a dit qu'il y a eu un procès suite à ça et qu'ils ont retiré la plaque parce qu'effectivement, c'était considéré comme une activité urbaine et que l'interdiction n'avait pas force de loi. Mais on voit que c'est un combat quand même, cet aspect-là, cette reconnaissance de la dangerosité de l'activité. Alors, quoi de neuf dans le parcours? Je serais censé avoir une vidéo à ce moment-là, mais apparemment je ne l'ai pas. Non, elle a disparu. Alors, quoi de neuf? Alors, en termes de nouveautés,
tant pis, vous n'aurez pas la vidéo de Buster Keaton, qui, dans les années 1900, 1920, 1930, réalisait un certain nombre de prouesses physiques déjà, où c'était un cascadeur comment dire, sans filet, et il a expérimenté nombreuses formes de déplacement sous tous les aspects. Je vous en ferai une petite vidéo quand je passerai sur l'autre ordinateur par la suite. Ce qui est nouveau, c'est l'approche clanique, c'est-à-dire qu'avant les jeunes vivaient dans un clan qui était localisé à un quartier. Maintenant, on est sur des formes de clans virtuels où des réseaux se créent, des groupes se créent, mais sur des distances géographiques très larges, grâce à la vidéo, grâce à Internet, où certains demandent des avis à un autre qui est à 500 km de là. Parfois, ils se donnent rendez-vous pour bosser ensemble. Et donc, c'est une autre modalité d'apprentissage auquel les enseignants sont de plus en plus confrontés, c'est l'apprentissage horizontal. Apprentissage horizontal, c'est-à-dire que les informations ne sont pas transmises par un expert. Très souvent, quand il y a des nouvelles pratiques, c'est récupéré par des spécialistes. Là, la transmission se fait entre jeunes qui apprennent l'activité. Donc, une dimension clanique virtuelle, une recherche qui peut devenir réelle, une recherche esthétique importante sur les tenues, le physique, le look en particulier, qui sont des éléments importants. Et un terme qui n'existait pas avant, c'est la e-réputation. C'est-à-dire que voilà, sur le net, on a effectivement une image de marque à défendre, des figures à montrer, qu'on alimente régulièrement. On peut voir si les démonstrations entraînent l'adhésion ou la reconnaissance d'un certain nombre, on dirait des likes, de suiveurs de ces prestations. Dimension contestataire, dans le sens où le spécialiste de freerun n'est pas un consommateur. L'objectif, voilà, c'est pas d'aller c'est de vivre hors consommation, hors des circuits habituels, pour montrer qu'on est dans une pratique relativement libre. Et chose aussi qui est nouvelle et intéressante, ah ben voilà la vidéo que je cherchais, c'est que ça va permettre de nouveaux supports d'identification. Alors voilà, donc pour rappeler que c'était pas tout à fait nouveau. J'enchaîne, ça dure plus de temps que ça. J'avais fait une petite compilation plus synthétique. Donc voilà, c'est pour rappeler que ce type de référence existait avant, c'était retravaillé, ça a changé de mode d'expression, mais Douglas Fairbanks, voilà, Buster Keaton avait bossé ça. Au niveau pathologique, est-ce qu'on retrouve, donc la nouveauté, il y en a, est-ce qu'il y a du pathologique dans cette approche? Ben, en fait, pas du tout. C'est vraiment une des caractéristiques, c'est que c'est pas parce qu'ils sont jeunes que le cerveau s'y prête, que beaucoup de choses pourraient aller dans cette logique-là, d'addiction au risque et puis à la confrontation à la mort. Les traceurs sont des gens excessivement sérieux, pour qui il n'y a pas de hasard. Et en général, quand une blessure intervient, c'est qu'il y a eu un degré de préparation insuffisant. Donc on voit au contraire dans ce type de pratique une forme de sérieux appréciable. Et le vertige qui est recherché, c'est un vertige maîtrisé,
loin de l'idée qu'on pourrait se faire de kamikazes en particulier, ou voilà, de jeunes qui font les choses sans filet. Leur filet, en fait, c'est leur maîtrise corporelle et leur préparation progressive à l'activité. La devise, hein, c'est être et durer. Donc on voit dans être, il y a le côté existentiel, la sensation d'être vivant, mais de vivre longtemps, hein, c'est pas vivre de manière éphémère. Voilà une référence, s'il y en a qui souhaitent, sur le risque calculé dans le défi sportif. Voilà, on est dans du risque calculé là. Alors, sur l'aspect identification, on avait dit c'est quelque chose de nouveau. Beaucoup de jeunes ont besoin de modèles d'identification, c'est pas des modèles théoriques, c'est des choses incarnées. Et le freerun, le parcours est intervenu dans les années 90, et il y a un film qui a récupéré tout de suite, ça c'est Yamakasi. Donc je vous mets un petit extrait pour... Donc on voit tout de suite là, voilà, l'élément de transgression. Alors il y en a qui se souviennent certainement, hein, dans les années 70, il y avait la mère Denis qui disait « je ferai pas ça tous les jours ». Là, c'est un autre registre de sensations, l'effort gratuit pour le plaisir du lever de soleil. Donc il y a quelque chose, alors un petit peu militaire dans l'apparence. On voit que le look est d'importance, mais il y a cette symbolique de l'effort gratuit et surtout la proposition d'images d'identification pour des jeunes. Voilà, ça c'est quelque chose qui peut être atteignable. Et souvent, dans le rapport au risque, quel est le modèle d'identification qui est proposé ou que les jeunes choisissent? Il est mieux. Alors là, c'était pour montrer l'apprentissage horizontal. Le jeune qui veut s'initier peut trouver des modèles sur Internet où on propose des modes de déplacement simples. Je vous en montre quelques-uns. Now this a little doozy about my life, the movie. How my wife, she knew me, but not like the girls on tour. I make music, you see, this how it changed. But if you wasn't ready, I've been there. J'en ai pas trop avec de la musique classique, hein, des morceaux, des passages comme ça. C'est rap obligatoire. But you don't really want that. It's like magic. You can have it. 3 in 1 night, then they call it a hat trick. Well, I'm Wayne Gretzky, but way too sexy. If ice gets broken, then she gets naked. Damn, that's cold. Fine young tender with her mama at the show when she wasn't that old. Oh, somebody might have hit that, get that. Get back, Baby, we don't need that. Bounce me, shot me, show me what's happening. She wants me, always ready for action. She wants me, shot me, show me what's happening. She wants me, always ready for action. I got a restraining order on my ex-girlfriend. We had a fight, she pulled a knife. Donc vous avez compris le principe, hein, il y a des parcours sur des espaces simples, on donne des idées, vous avez vu, il n'y a pas de risque particulier dans ces propositions. Autre possibilité qui est accessible sur Internet, hein, les tutoriels. Maintenant on a des tutoriels pour tout ce qu'on veut sur Internet. Une autre proposition, c'est comment faire un saut de chat pour celui qui n'est pas spécialiste. Donc voilà, ce jeune s'improvise. Salut, moi c'est Anne et aujourd'hui c'est le tutoriel pour le saut de chat. Je vais vous expliquer comment procéder. Vous arrivez avec un petit joint et vous essayez de passer vos mains le plus loin possible sur le fer. En l'occurrence, donc ça sera ici. N'essayez pas d'aller plus loin, vous y arriverez pas. Enfin si, vous y arriverez, mais vous ferez mal. Donc vous arrivez pieds joints, faites un petit bond. Et là pour passer vos jambes à travers vos bras, vous devez lever donc votre bassin. Si vous ne levez pas votre bassin, vos pieds vont toucher l'obstacle et là vous risquez de vous casser la figure. Donc on va y aller par étapes. Première étape, petit bond, sauter à loin, lever le bassin. Deuxième étape, la même chose, on va essayer d'aller un peu plus loin, passer les jambes plus loin. Là. Et troisième étape, là il faut vraiment tirer sur le mur pour passer. Voilà, c'était le tutoriel pour le saut de chat. Donc voilà un tutoriel. Il y a un atelier saut de chat qui vous est proposé à la sortie de l'amphi juste après la conférence. On peut avoir des approches un petit peu plus complexes, théorisées. Hein. C'est pour dire que voilà, en fonction de son niveau de pratique, ça va plus ou moins loin. Là, vous allez voir, c'est un saut autrement plus complexe qui est suggéré. Hello. Je ne m'exprime pas en qualité de spécialiste en kinésiologie, biomécanique, ni même en physique. Mon souhait est de partager ce que j'ai appris des techniques de roulade.
D'une part grâce aux explications que j'ai reçues de Sébastien Foucan, indiquées par Seb en accord avec lui, ainsi que par ma propre expérience dans l'exécution des mécanismes de ce mouvement. Nous ne débuterons pas avec la roulade elle-même, mais avec le saut, le décollage qui la précède. Il est toujours préférable de pratiquer les roulades avec beaucoup d'élan, toujours dirigé vers l'avant. Je suis sérieux, comme dans le saut qu'on voit ici. C'est sans aucun doute plus effrayant que de faire un petit bond d'un mur, comme on peut le voir ici, mais les roulades après un saut vertical sont en réalité beaucoup plus complexes techniquement à effectuer. Jetons à présent un œil sur l'impact au sol. Selon Sébastien, il faudrait amorcer l'atterrissage penché vers l'avant, avec son poids placé déjà à ce moment légèrement devant ses pieds, de façon à littéralement plonger dans la roulade. Seb indique aussi qu'au moment de l'atterrissage, nous devrions être physiquement et mentalement tendus. Cela ne signifie pas dur comme de la roche non plus. Il y a effectivement plusieurs niveaux de rigidité, comme on peut d'ailleurs le constater ici. Étudions à présent le positionnement des pieds à l'atterrissage. Lorsque vous vous lancez dans des roulades qui suivent des sauts importants, vous devez impérativement atterrir avec vos pieds parallèles à la direction dans laquelle vous voyagez. Ceci pour éviter toute contorsion des genoux et des chevilles lors de l'impact. L'écartement de vos pieds devant être légèrement moins important que celui de vos épaules. Plutôt que d'utiliser naturellement vos articulations des chevilles et des genoux pour propulser votre dos par-dessus vos épaules et ainsi entrer dans la roulade, vous devriez plutôt appliquer une légère flexion au niveau des hanches. Voici où les choses se compliquent quelque peu. J'aimerais donc introduire deux concepts, dont le premier est celui que j'appellerai le reverse blocking et le second celui bien connu de recul. Le blocking est une technique utilisée en gymnastique pour convertir un élan horizontal en un élan vertical d'un seul et unique rebond, comme c'est le cas pour ce gymnaste ou pour cette balle changeant de trajectoire. La première phase de la roulade est similaire au blocking, à la différence qu'elle convertit un élan vertical et descendant en un élan horizontal, d'où l'appellation reverse blocking. La seconde notion est celle de recul. Vos jambes ne doivent pas se plier, vous laissez vous écraser dans la roulade, mais réagir, offrant un recul contre le sol par une contraction de vos muscles jambiers, vous propulsant ainsi en avant dans la roulade tel un ressort. Si vous vous doutez encore pour l'effet ressort, observez les roulades de David et de Seb. Ils rebondissent puis plongent littéralement dans les roulades. Bien entendu, si vous rebondissez vers le haut, la dispersion sera moindre. Mais si vous vous propulsez de manière à longer le sol, le mouvement sera en réalité très efficace. C'est pourquoi il faut placer le poids de son corps légèrement vers l'avant au moment de l'atterrissage. Concernant le positionnement des mains, deux techniques sont communément utilisées par les traceurs et très efficaces. Premièrement, en allant placer une main sous l'aisselle opposée, la paume vers le haut. La seconde implique de placer ses deux mains, paume contre le sol, désaxées. Bien souvent, les traceurs placent leurs mains trop près de leurs pieds, avec pour conséquence. Voilà, j'interromps le document parce que voilà, je pense que vous n'allez pas vous mettre à faire ce type de saut mais en tout cas, ça vous donne une idée assez précise des informations dont peut bénéficier un jeune qui souhaite progresser dans l'activité. Voilà, il y a tout un tas de connaissances, de précautions qui sont données. Ce n'est pas effectivement ce qui était évoqué, de l'impulsivité, de l'irrationalité quand on va dans cette logique-là. Alors, je voulais vous terminer par deux petites séquences. Une, c'est l'influence du parcours de ces pratiques jeunes sur le cinéma. Pour ceux qui ont vu Casino Royale, on va voir James Bond qui poursuit. Alors, c'est le spécialiste anglais du freerun qui est intervenu comme conseiller et puis comme acteur dans ce scénario. On va le voir appliquer des figures qui viennent d'être détaillées dans le document. James Bond, on voit qu'en général, quand il peut éviter la technique, il ne s'en prive pas.
suite fait partie du film, mais disons que j'espère que vous avez tous vu le saut de chat du premier. Voilà, vous avez retrouvé des figures. Donc, un peu pour conclure, voilà, rappeler que cette pratique, effectivement, relève davantage d'une forme d'excellence. Ça rappelle un peu la pratique des stoïciens dans le fait de se contrôler, d'être plutôt dans la maîtrise de soi que dans l'exaltation. Donc, voilà, plutôt de l'admiration et puis un rapport au risque qui est très maîtrisé. Et pour terminer, c'est pas parce qu'il y a une maîtrise du risque que ça se fait forcément sans danger. Voilà une petite compilation de ce qu'il vaut mieux éviter de faire. You see your bullseye really bad? Yeah. Really bad? I think they're still there. I'm rolling. Shit. Jesus Christ. Holy shit. I'm doing it. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, snap. ¿Está bien? Security, hey! Let's pass it. Yes! Oh, shit! Oh, shit! Come on, Jared! Ooh, that sucks. Holy From the ball. You alright? Buena, buena. Shit. Shit. You alright? Yeah. Ouch. Oh shit! What the fuck? Hijo.
Voilà, Daniel, on l'avait vu, donc voilà, il y a cet apprentissage, on voit qu'il y a beaucoup de rire, le danger existe, hein, et puis c'est une confrontation parfois limite. Tous ceux qui ont fait du patinage, enfin qui sont là à la patinoire, savent qu'on peut se faire très mal en faisant pas grand-chose. Pour avoir vu des fois des spécialistes, ils savent à un certain niveau, on sait tomber quand on est sur des choses progressives. Donc voilà un hommage à ces jeunes qui rentrent dans cette logique-là, hein, qui relèvent d'une maîtrise, et puis qui fait rêver aussi, qui relèvent d'une maîtrise de soi tout à fait impressionnante. En tout cas, merci de votre attention et puis d'avoir pu voir que le risque a plein de connotations pendant la jeunesse et il y a des risques qui sont beaux à prendre. Je vous remercie. Le temps que Michel Vautreau arrive, deux petites choses. C'est la deuxième fois que j'ai l'occasion d'être à côté de lui. Lui, il ne s'en souvient pas de la première fois. La première fois, j'étais chez un kiné, puis je vois Michel Vautreau qui était là. Alors, il va me confirmer parce que je lui dis, mais je ne suis pas originaire de Franche-Comté. Je lui dis, vous n'êtes pas Michel Vautreau? Il m'a dit, non, non, je suis mon frère. Donc je vais savoir ce soir s'il a vraiment un frère. Et la deuxième chose, il a dit tout à l'heure en tant qu'enseignant l'importance de l'arbitrage. Et quand j'étais en ZEP, si on n'était pas un pédagogue ou un didacticien fabuleux, les élèves ne s'en rendaient pas compte tout de suite. Par contre, si on arbitrait un match de basket, de hand ou de foot en laissant un sentiment d'injustice, là on passait vraiment pour un mauvais prof. Donc la fonction de l'arbitre, elle est d'importance. Très bien. Merci beaucoup. Donc, c'est à moi que revient l'honneur de présenter Michel Vautreau. Alors, je ne sais pas déjà si je dois le présenter parce qu'on ne présente pas Michel Vautreau. Excusez-moi, je voudrais quand même dire un grand merci à la cellule vidéo de l'Université de Franche-Comté, de l'UPFR des sports, hein, parce qu'ils retransmettent en streaming en ce moment donc, cette conférence donc, sur Internet pour ceux qui ne sont pas là. Donc, un grand merci. Donc, en fait, merci beaucoup, hein, Michel, d'avoir accepté notre invitation. Et je vais donc présenter Michel. Alors, ce qui caractérise en quelque sorte Michel Vautreau, c'est en fait sa double vie. Il a une vie très médiatique, hein, que tout le monde connaît, celle de l'arbitrage, mais en fait, il a une vie beaucoup moins connue qui est celle de l'éducation nationale. Effectivement, Michel, avant de devenir le meilleur arbitre de France, hein, eh bien, il débute sa carrière comme enseignant dans la ville de Rouget-de-Lille, Lons-le-Saunier, au lycée d'enseignement professionnel Montciel de 1969 à 1979. Alors, en parallèle de son rôle d'éducateur et de pédagogue, eh bien, il va commencer dès août 1963 une nouvelle activité, celle de l'arbitrage. Alors, très rapidement, Michel va évoluer dans les différents échelons du championnat de France pour devenir pré-international en mai 1974 et enfin l'année suivante, international FIFA. Alors, sur le plan professionnel, il obtient en 1979 un détachement au service académique de l'apprentissage au rectorat de Besançon, puis en tant qu'inspecteur de l'éducation nationale. En 1982, Michel obtient sa première sélection en Coupe du Monde. Il arbitre 2 matchs, Italie-Pologne et Belgique-URSS. Mais je crois ce qu'il faut retenir, à mon sens, quelque chose qui est, à mon sens, assez méconnu, c'est qu'en fait, tu vas être le 4e arbitre, l'arbitre remplaçant de la grande finale Italie-Allemagne. En 1990, il connaît une nouvelle fois le privilège de participer à une Coupe du Monde en Italie. 3 matchs lui sont confiés, dont la demi-finale Italie-Argentine. Au-delà des 5 Coupes du Monde, tu as arbitré plus d'une 50aine de Coupes d'Europe et environ 500 matchs de Ligue 1 et de Coupe de France. Alors, bien avant d'arrêter l'arbitrage, Michel connaît la consécration, élu, comme a dit M. Roy, 2 fois meilleur arbitre du monde en 2018 et 2019. Et durant 10 ans, de 1979 à 1989, France Football te classe arbitre numéro 1 français. En 1991, le président de la Fédération française de foot, M. Simonet, va confier à Michel la présidence de la Commission nationale des arbitres. Et Michel, tu vas créer la direction technique nationale de l'arbitrage. Le but étant de professionnaliser l'encadrement et d'augmenter la rigueur et le sérieux de l'organisation et la gestion de l'arbitrage en France. Actuellement, Michel a gardé 2 missions internationales. Depuis 1991, il est délégué observateur de l'UEFA et de la FIFA. Et depuis 2009, il est conseiller en arbitrage pour la Jordanie.
meilleur arbitre de France, de l'histoire française du football, pédagogue, éducateur, mais surtout homme libre. Michel a pris tout au long de sa carrière à haut niveau des initiatives, des décisions qui ont conduit de toute évidence à une prise de risque, à mon sens. Alors nous aimerions bien ce soir connaître ta vision, ta réflexion et recevoir en quelque sorte ton témoignage, bien évidemment sur ton vécu, ton expérience, mais également en tant que pédagogue et éducateur sur la prise de risque chez l'adolescent. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Bien, merci. Non, attendez. On va aller se coucher, il a tout dit. Donc, j'aime pas trop être assis. Je courais pas vite quand j'étais arbitre. J'aime pas trop. Il n'y a peut-être pas besoin des micros. J'aime bien être libre de mes mains. Puis j'ai une grosse voix. Il y en a qui disent que c'est une grande gueule, ce qui est vrai aussi d'ailleurs. Donc, tout à l'heure, grâce à notre collègue, on a vu le saut du chat. On va voir maintenant le vol du corbeau. Parce que les jeunes ne savent pas pourquoi les arbitres, on les appelait les corbeaux, parce qu'on était habillés en noir avant. Donc le surnom était le corbeau. Alors ce qu'il y a de bien dans ce genre de soirée, c'est qu'il y a la partie intellectuelle, qu'on vient d'achever, et il y a l'autre partie non intellectuelle, dont je fais partie. C'est pas facile, parce qu'il y a un public qui est mélangé, des jeunes, très jeunes, des anciens, des moins anciens. Donc c'est difficile d'avoir un discours qui s'adapte à tout le monde. Alors c'est pourquoi je viens, j'ai rien préparé, j'ai rien. Je prends jamais de notes. Et puis après, une fois que j'ai fini, je dis merde, j'ai oublié de leur dire ça, ça aurait pu intéresser. D'abord, je voudrais m'excuser auprès des jeunes étudiants et étudiantes. Vous savez, les vieux, on a parfois des pensées, on croit qu'on connaît tout. Et je disais tout à l'heure devant la presse, ce qui me fait un peu peur pour ce soir, parce que j'étais venu à un week-end qui avait été excessivement intéressant, organisé par Gilles et ses amis, avec des gens qui venaient de la France entière, des arbitres de toutes les disciplines, qui sont venus apporter leur témoignage, débattre, et j'étais parti très triste pour les gens qui étaient venus de la France entière, parce qu'il n'y avait pratiquement pas d'étudiants dans l'amphithéâtre. Et je m'étais dit, ces jeunes qui rêvent d'être profs de sport, ça fait rêver tout le monde, et je m'étais dit, c'est quand même dommage. Il y a des adultes ici, des responsables, qui organisent quelque chose qui était tout à fait exceptionnel, et entre les vieux cons comme moi et 2-3 anciens, et puis les profs qui étaient ici présents, il y avait très peu d'étudiants. Et ça m'avait marqué beaucoup. Et je disais tout à l'heure, j'espère que ce soir, les étudiants seront là. Parce qu'ici, il y a des gens qui sont venus par politesse, par correction, parce qu'ils ont été invités, et qui ne vont rien apprendre. Par contre, ceux qui veulent apprendre, puisque c'est réservé, on a parlé aux adolescents, donc les jeunes qui veulent être profs de sport. J'en profite pour dire, moi, je n'ai jamais fait de sport de ma vie. Et je ne plaisante pas. Vous verrez pourquoi après. Par rapport à ce qu'on a entendu, jamais pratiqué de sport de ma vie. Et donc, on rêve d'être prof de sport. Tous les jeunes que je côtoie veulent être profs de sport. Mais ils ne se rendent pas compte de la difficulté pour arriver. Le sport fait rêver, taper dans la baballe, courir, être à l'air, etc. Par rapport à un prof d'anglais, de physique, de chimie, etc. Hop, le sport, c'est facile. Être prof de sport, je peux vous le dire, c'est certainement être le plus difficile pour devenir enseignant. Le plus difficile. Et je disais tout à l'heure, ce qui me choque, c'est que nos jeunes, quand on leur dit on va parler d'une thématique qui peut intéresser leur devenir professionnel, ils ne viennent pas. Alors là, vous m'avez infligé un joli démenti, j'en suis très heureux. Il fait bon savoir reconnaître ses torts. Et quand je suis arrivé et que j'ai vu toutes ces jeunes têtes derrière, parce que rien n'a changé, on dit que le monde évolue, je m'aperçois qu'on est toujours derrière et que devant, il n'y a personne.
C'était déjà comme ça de mon temps. Donc, et pourtant, les profs n'avaient pas plus mauvaise haleine que maintenant. Donc, c'est toujours ça me choquait. Et je donnais l'exemple tout à l'heure parce qu'un vieux, quand Eric m'a appelé, il me dit, honnêtement, je m'en veux un petit peu, j'ai pas fait trop attention. Mon ami Eric Monin m'appelle, il me dit, il faut que tu nous trouves une date pour qu'on puisse être en concordance avec le collègue qui intervient. Et est-ce que tu seras présent? Et moi, il me dit, il faut que tu parles de ta carrière. Bon, j'ai dit, bon, carrière, il n'y a pas de problème, normalement. Moi, j'ai cru que j'intervenais à la maison de retraite de Bellevaux ou d'Havannes. Et puis, ce qui est bien, me dit qu'il fasse encore appel aux anciens, c'est bien avant qu'Alzheimer me frappe. Je peux encore raconter quelques souvenirs. Et puis, j'ai réalisé après que c'était adolescent. L'adolescent et la prise de risque. Non, d'une pipe. Moi, j'ai été adolescent, mais je ne m'en rappelle plus, c'est tellement lointain. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas raconter aux jeunes? C'est quoi? L'arbitrage. L'arbitrage. Oh! Alors, je parle d'arbitrage parce que c'est le foot, moi. Mais c'est pareil pour les... Je vois mon ami Jacques Rouperin, qui le judo, donc qui lui-même, eh ben, ils ont des arbitres. Ce qu'il y a de plus, de mieux dans ce genre de sport de combat, entre guillemets, c'est qu'il y a le respect de l'arbitre. Ils se font entuber, mais après, vous les voyez qui s'inclinent devant l'arbitre. Alors qu'au football, un arbitre siffle. Même un aveugle aurait vu, il est entouré, il est contesté, il est discuté. L'adolescent, j'ai donc été adolescent, et c'est pourquoi ça me fait plaisir d'en parler. Je vous disais que j'ai jamais joué au foot. J'ai raté 2 années de scolarité par la faute de la maladie. Les mauvaises langues disaient que ça se voyait d'ailleurs. Je n'ai pas de fond scientifique, littéraire. Quand on rate 2 années à l'école primaire, c'est très dur de se rattraper. J'ai redoublé. J'ai quand même eu le BTS. Ne le répétez pas, c'était en 68. Donc on me l'a donné. Je redoublais. Et donc il n'y a pas eu d'examen, on me l'a donné. Ensuite, je me suis retrouvé prof par erreur. C'était pas mal parce qu'en 68, à l'école normale d'apprentissage, j'étais dans l'enseignement technique. Je me suis retrouvé à Villeurbanne, on me disait, oh là là, ça va être dur. On n'a rien fait parce que les syndicats avaient dit que tant que les textes n'étaient pas adoptés, il ne fallait pas rendre de boulot. Voilà comment j'ai été formé pour aller enseigner. Et j'ai fini inspecteur, quelle honte, de l'éducation nationale. Et je n'avais aucun diplôme pour l'être. J'ai tout simplement bénéficié qu'à ce moment-là, j'étais détaché au rectorat parce que j'étais prof normalement, je suis revenu de Lons pour aller à Besançon au lycée de Planoise. Et puis cette brave directrice, de charmante femme s'il en était, a eu peur parce qu'on lui a dit « Ah, tu vas voir l'arbitre, il n'est jamais là ». Donc elle est allée demander au rectorat pour qu'on détache quelqu'un à ma place quand j'étais absent. On lui a répondu « Madame, c'est impossible ». Ça ne se passe pas comme ça. Et avant la rentrée, on est venu frapper à ma porte et on m'a dit « On est en train de créer le service apprentissage à l'Académie de Besançon. Est-ce que ça nous arrangerait bien que vous acceptiez pour venir dans le bureau, pour vous occuper de la partie administrative et comptable ?» C'était novateur au niveau national. Et moi, j'ai dit non. Ma vie, c'est d'être avec des élèves. Qu'est-ce que je vais aller faire en vieux crouton dans un bureau? Et je dis non. Après, on m'a dit, bah, écoutez, vous ne pourrez plus continuer votre carrière d'arbitre que quand vous serez libre. Donc ça veut dire que c'était impossible. Et là, j'avais appelé, je me rappelle, il y en a beaucoup ici qui se souviennent, le recteur Magnin. Et notre recteur, qui est encore, j'échange encore mes vœux avec lui, il est toujours de ce monde, il était recteur à Strasbourg, mais il m'a dit, mais mon pauvre, tu ne connais pas, va vite dans un bureau, tu verras, tu feras ce que tu veux. Donc je lui donne un peu cette orientation. Et après, donc j'étais simplement chargé de mission, chargé de fonction, je ne sais plus comment on appelait, détaché. Et le patron m'appelle, il me dit, vous allez arbitrer longtemps encore? Bah, je lui dis, ça marche à peu près bien, j'aimerais bien. Et il me dit, je dis, pourquoi? Parce que je vais vous proposer pour être inspecteur. Parce qu'il recrute, et comme c'est le point de départ,
on va prendre des gens comme vous, j'ai donné votre nom, vous n'avez pas tous les diplômes, mais c'est pris sur liste pour devenir inspecteur. Mais je ne veux pas, je veux continuer d'arbitrer. Eh bien, il m'a dit au revoir, je lui ai dit au revoir, mais il me dit, ben, on va plus se voir. Et je lui ai dit, pourquoi? Ben, il me dit, il faut bien que j'en prenne un autre à votre place, donc vous repartez prof. Donc j'ai dit, vous êtes le plus fort, je suis parti inspecteur, puis j'ai continué d'arbitrer. Donc voilà la prise du risque. J'en ai pas pris beaucoup. Alors ne le répétez pas dans un amphithéâtre, avec des enseignants de haut niveau. Parlons un peu de l'orientation, le risque. Je vous ai dit, j'ai raté 2 années de scolarité. Mes parents étaient séparés, c'est mes grands-parents du côté d'Entorpe-Saint-Vite qui m'ont élevé. Et j'étais dans le lit sans bouger, une fois 6 mois, une fois 8 mois. Donc, raté l'école. Quand il a fallu venir au bahut, je suis arrivé au lycée Victor Hugo, je ne vous dis pas le niveau. Donc, je ne faisais pas grand-chose. Les fameuses prises de risque, quand on vous interdit de quelque chose. Je n'ai jamais fait de sport. Donc, moi, qu'est-ce que je faisais? J'étais dispensé de sport, mais dès que ça sonnait, je courais sur le terrain de basket avec les petites balles jaunes de tennis et on jouait. Et un coup, je me suis fracturé le tibia. Le péroné, pardon. Ma mère dit, mais comment il a fait? Oh, je suis tombé dans les escaliers, un couillon m'a poussé. Et elle m'emmenait toujours voir un toubib en disant, il a une déformation au pied. C'est à force de taper dans la petite balle jaune, je me retrouvais les godasses tout usées. Alors on me mettait des semelles, etc. Je savais ce que c'était, mais je ne pouvais pas le dire. Alors l'orientation, les jeunes, après je ne dirai plus de mauvaises choses sur l'éducation nationale. Il fallait encore redoubler à Victor Hugo. Ma 4e, je ne sais plus quoi, il fallait redoubler. Donc je ne faisais pas grand-chose, je le reconnais volontiers. Et pourquoi? Parce qu'en allemand, je ne faisais rien. Ils ne comprenaient rien, je ne faisais pas un effort. Je ne vous parle pas de la musique. Avec ma grosse voix, moi j'ai toujours eu la musique déformée parce que ce brave professeur, M. Marc, me mettait à la porte et ça a déformé mon oreille musicale parce qu'avec ma grosse voix, je faisais le singe en chantant. Et puis l'allemand, à l'époque, c'était pas aussi mal que ça quand j'entends tout le monde qui nous dit il faut faire ceci, il ne faut pas redoubler. À l'époque, quand on n'était pas très bon dans une matière, on vous donnait les vacances pour la travailler et vous aviez un examen. Il ne fallait pas être mauvais dans toutes les matières, mais dans 1 ou 2 matières. Et si on réussissait, on ne redoublait pas. L'allemand, tu parles de ce que j'ai fait pendant les vacances, donc j'ai échoué. Il fallait redoubler. Et j'ai refusé. J'ai dit, stop. Ma mère dit, mais qu'est-ce que je vais faire de mon grand bonnet? Alors l'orientation, elle est fabuleuse, parce que ma frangine avait été dans le commercial au lycée Lumière. Ma mère est arrivée pour voir Madame Risset, la directrice de l'époque, nos anciens s'en rappellent peut-être, et on lui dit, elle dit, je voudrais voir Madame la directrice. Mais Madame, demain c'est la rentrée, elle a d'autres chats fouettés que de vous recevoir. Et ma mère était démontée. Au même moment, la porte s'ouvre, Madame Risset, les cheveux un petit peu hérissés, qui vient et dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Ouais, mais c'est mon grand dadais qui veut rien faire et tout. Oh, mais il n'y a pas de place. Venez demain, et puis, si on a un désistement, on le prendra. Et je me vois encore arriver à 11h, le matin, à je ne sais plus quelle heure, 8h, 11h, une pionne est venue me chercher, et je me suis retrouvé en comptabilité. Ils auraient fait de la cuisine, il y aurait eu une place en mécanique, il y aurait eu une place. Aujourd'hui, je serais pâtissier ou cuisinier. Donc l'orientation, j'espère qu'il n'y a pas des gens du rectorat trop présents ici, parce qu'on va m'en vouloir. Ce n'est pas l'exemple. Il va dire, mais le vieux, il va quand même sortir ou pas? Ce qu'il a à dire. L'arbitrage, eh bien, vous êtes tous des arbitres, sans exception, tous, ici présents. Vous êtes arbitre dans votre vie de tous les jours. Vous êtes arbitre quand vous prenez une décision, prise de risque. Et vous commencez à être arbitre quand vous êtes jeune. Quand vous êtes jeune, tout à l'heure, notre ami a donné des exemples, prise de risque. Ce n'est pas les parents qui les envoient les faire les guignols à sauter par-dessus au risque de se blesser. C'est le jeune qui y va. Donc la prise de risque, l'arbitrage, c'est en permanence. Tous,
jeunes, moins jeunes, vous êtes des arbitres. Bienvenue au club. C'est-à-dire que un père de famille qui dit non à son fils ou à sa fille, il arbitre. Il arbitre. Après, le prof, pardon, il est arbitre. À chaque fois, il faut prendre une décision. Ce qui est regrettable, c'est le côté humain. On est en train de parler de la technologie, on a parlé d'Internet, on a parlé, il faut vivre avec son temps. Vous n'allez pas me croire, je n'ai pas de téléphone portable. Et tout le monde croit que je le cache. Je n'ai pas de téléphone. Et je vais dans l'Europe fréquemment ou le monde. Sans téléphone portable. Et je vis bien. Je vis bien, j'ai une vie normale. Je suis... Et tout le monde est persuadé que je le cache. J'ai mon ordinateur, j'ai quand même fait un petit effort. Vous n'avez pas le choix, hein. À l'UEFA, la FIFA, il faut tout faire par ordinateur. Il n'y a plus de papier, il n'y a plus rien, donc j'ai été obligé de me mettre à l'ordinateur. Mais quand je rate un avion et tout, il dit, mais comment on peut contacter votre... Il n'a pas de téléphone portable. Personne ne veut le croire. Ce qui veut dire que tout en étant dans le progrès, on peut quand même garder le côté humain des choses. C'est ce qui me rend malade. C'est que maintenant, on ne parle que de technologie, on l'a vu ici. Plus on communique, moins on se comprend. C'est quand même fabuleux. Autrefois, les anciens n'avaient rien, un parchemin, il n'y avait pas de téléphone, pas de voiture, il n'y avait que dalle. Et ils nous ont laissé des œuvres remarquables, de littéraires, d'écrivains, d'architectes. Quand on va voir les cathédrales, les mosquées, pour pas qu'on dise encore que... Donc, quand c'est phénoménal, il n'est pas d'ordinateur, ils n'avaient rien. Et ils ont bâti. Et nous, on bâtit des trucs en verre dont on n'est pas sûr qu'ils vont tenir longtemps. Alors vous allez dire, ce vieux schnock, il est venu que pour nous parler du vieux temps, etc. Je voudrais qu'on garde le côté humain. Humain. C'est-à-dire que même avant vous, vos arrière-grands-parents, vos grands-parents, vos parents, ils avaient 2 jambes, ils avaient 2 bras et ils avaient une tête. Qu'est-ce qui a changé? Rien. Rien. Et pourquoi on est tout le temps en train de parler? C'est sûr que la nouvelle technologie, c'est fabuleux. C'est fabuleux pour nous aider, pour les jeunes. Vous savez, maintenant, dans les salles d'examen, on nous parle, il faut brouiller parce qu'il y a le portable, ils peuvent tricher, etc. Mais dans notre temps, il n'y a pas de portable. Puis quand je vois l'amphithéâtre ici, ça me rappelle un souvenir dont je ne suis pas très fier, mais il y a prescription. À Lumière, il y avait des jeunes amphithéâtres. Et la prof de physique-chimie, je ne comprenais rien du tout sur les formules, elle avait l'excellente idée, pour la première interro écrite, de mettre tout le monde par ordre alphabétique. Donc tous les A, tous les B étaient là en bas, puis les V, comme moi, on était en haut. Qu'est-ce que c'était chouette pour ouvrir le bouquin. Et comme cette prof était toute sauf folle, après elle dit les meilleurs, il n'y a pas besoin que je les ai devant moi. Donc elle mettait tout le monde après par l'ordre de la première interrogation écrite des notes. Donc comme ceux qui étaient au fond avaient toujours 18 ou 20, j'ai passé toute mon année, tout au fond, avec d'excellentes notes. Il n'y avait pas besoin de téléphone portable pour communiquer. L'être humain a toujours eu les capacités de prendre des risques pour essayer d'arriver. Ben dites donc, je suis en train de tout foutre en l'air. L'enseignement qui est donné ici dans cette maison, de tout foutre en l'air, tout ce qu'on pense au niveau intellectuel, de tout ce qu'on doit attendre du côté positif de nos jeunes. Donc l'arbitrage, quel qu'il soit, je le répète, pas seulement le foot, mais moi je parle que ce que je connais le mieux, et pour cause. Ben, écoutez, il y a plus de 100 et quelques années, le football, et Jean-François, je suis très heureux que tu sois là aujourd'hui, parce que tu vas enfin voir la différence entre un ballon de foot et un ballon de rugby. Mais bon, tu croyais toujours d'ailleurs que le foot c'est une petite balle jaune, hein, je crois que tu me disais. Ouais. Bon, donc, pour revenir plus sérieux, au début, les Anglais, ils ont inventé le jeu, d'autres jeux, mais le football. Il y avait 11 joueurs de chaque côté, ils ont quand même été d'ailleurs très visionnaires. Quand on voit le succès
du foot. Hein. On pourrait causer maintenant sur le pognon, tout ce que c'est devenu, etc. Mais le football, il n'y a pas un gamin qui ne joue pas dans la rue avec une boule de papier qui tape dans un ballon. Même quand la maman attend le bébé, il tape déjà dans le ventre. Donc, le football a été inventé par les Anglais. Ils n'ont jamais parlé d'arbitre. Ils ne savaient pas ce que c'était. Il y avait 11 types d'un côté, 11 types de l'autre. Et puis ils ont dit jouer. Sauf qu'on a oublié qu'une chose, c'est que l'être humain est incapable de s'autogérer et de s'autodiscipliner. Voilà le vrai problème. C'est que même à l'époque, en 1800 et quelques, ou encore maintenant au 3e millénaire, l'être humain est dans la capacité à se gérer lui-même sans règles. Et comment ça se passait? Ça se passait par le capitaine des Bleus qui disait coup franc. Bon, d'autres discutaient. Puis le capitaine des Rouges disait non, c'est pour moi. Et c'était la foire. Ça ne marchait pas. Parce que l'être humain n'est toujours incapable de s'auto-discipliner et de s'auto-gérer. Vous ajoutez la passion, car il ne peut pas y avoir de sport sans passion. Moi, quand on me dit oui, mais les gens ils gueulent et tout, mais c'est super qu'il y ait des gens qui gueulent au stade. À la maison, ils n'osent pas, c'est Bobonne qui leur crie dessus. Donc ils viennent, donc ça leur fait du bien. Ça leur fait du bien. Moi, je dis ici, le jour où on va sacraliser l'arbitre qui va faire un signe de croix à chaque fois qu'il prend une décision, il n'y a plus de sport. Le seul drame, c'est quand la passion l'emporte sur la raison. C'est quand on vient frapper celui qui est chargé d'appliquer les règles, la justice. C'est ça qui n'est pas normal. Et on revient dans les caractéristiques que tu as données tout à l'heure, avec la révolte, la contestation, l'adrénaline, etc. Puis le jeune qui veut montrer. Mais entre nous, ben, je vais encore faire plaisir aux jeunes ici présents. Tant pis pour les parents et grands-parents qui sont là. On a beaucoup de jeunes arbitres. D'ailleurs, c'est l'UNSS, il faut leur rendre hommage, fait beaucoup de compétitions avec des jeunes qui arbitrent les jeunes. Mais dans nos compétitions de foot, on a beaucoup de jeunes arbitres maintenant, et ça se termine souvent mal, parce que c'est les parents qui viennent leur mettre une paire de claques. Voilà le vrai problème. Parce que le jeune, au départ, il est heureux de jouer. Tu as parlé tout à l'heure que tout le monde a des idoles, il rêve d'être Zidane, il rêve d'être... Enfin, Zidane de mon époque, maintenant c'est Ronaldo, etc. Donc ils ont des idoles, mais ils n'ont pas la méchanceté au départ. Quand vous allez voir des matchs de gamins, ça joue bien. Mais qui c'est qui gueule autour du terrain? Les parents. Les parents. Parce que mon fils c'est le meilleur, les parents s'en prennent après l'éducateur. Tu ne le fais pas jouer parce que tu préfères faire jouer, tu le connais, on rentre dans le processus humain. Mais moi, je continue à me battre pour le côté humain, tout en bénéficiant, bien sûr, des nouvelles technologies. Et je donne souvent un exemple. Les radars. À midi, sur le périphérique, c'est limité à 50 à l'heure. Je me fais gauler à 70 à l'heure. Bon, ben, je dis, je suis pris. J'avais qu'à faire attention, il y a beaucoup de monde. Il y a des jeunes, il y a des écoles, il y a des personnes âgées ou moins âgées, c'est la règle. Je passe à 2 heures du matin. Il n'y a pas un chat, ou si, il n'y a peut-être qu'un chat. Je roule à 80. Et la machine, elle va me prendre pareil qu'à midi. Et je trouve ça profondément injuste. Parce qu'on a voulu tout faire sous la forme de technologie, mais on enlève toute appréciation humaine. Et ça me dérange. Ça me dérange du temps où vous aviez l'arbitre qui était le gendarme, qui vous arrêtait, puis qui vous disait « Allez, bon, là, vous étiez un petit peu vite, hein, mais n'y revenez plus. » Parce qu'il savait faire la part des choses. Maintenant, c'est une machine. Une machine qui, certains disent que c'est un cash, ça fait tomber du pognon. On a tout enlevé à l'homme. L'homme a l'intelligence de faire la machine, mais derrière, la machine, elle pense pour l'homme. Et moi, ça me choque. Alors, je sais que, je ne sais pas si on aura le temps d'avoir des questions, parce que l'heure tourne vite, mais je sais qu'on va me dire, Michel, la vidéo, ceci, cela, etc. Donc, au départ, il n'y avait pas d'arbitre. Je reviens, hein, je fais partie comme les vieux, je pars sur un truc, mais je reviens après. Pas d'arbitre. Ils ont dit, parce qu'ils n'étaient pas plus cons que nous, ils ont dit,
on va mettre un type sur le bord de ligne, qui va faire comme les assistants maintenant, mais qui fait toute la ligne. Ben, c'était pareil. Pourquoi? Parce qu'ils étaient loin de l'action. Et ils ont dit, ouh là là, on va réinventer autre chose. Et on va faire, ce qui est le cas maintenant au tennis, on va mettre un arbitre au milieu, mais pas au milieu du terrain, au milieu, sur la ligne de touche, en plein milieu du terrain, mais sur la ligne de touche, comme l'arbitre pour dire faute et faute. Comme Saint-Louis rendait la justice, comme un gland sous son chêne. Mais bon, pour être honnête, moi j'aurais bien aimé parce que je serais encore arbitre. Puis ils ont vu que ça n'allait pas, parce qu'il manquait la peur du gendarme. Il manquait la peur du gendarme. Du coup, ils ont dit, il faut qu'on amène sur le terrain ce type qui va prendre des décisions, qui va rendre la justice, mais qui va être lui-même présent, et on aura peur de lui. Vous voyez un peu? Donc moi je réponds, quand les gens braillent après les arbitres, mais les arbitres n'ont pas demandé à venir. Les arbitres sont venus parce que vous les avez réclamés. Et si on apprenait ça à tous nos jeunes maintenant, si on leur disait, moi j'avais une formule mais j'ai échoué, hein, je croyais y arriver mais je n'y suis pas arrivé, je pensais que c'était, dans tous les sports, l'arbitre, un ami, un complice du jeu. Un complice du jeu. Or il est souvent vu en ennemi. Ah, c'est encore l'autre con qui vient, il nous a entubés la semaine dernière. Et ça, je crois qu'il y a énormément à faire, mais on n'y arrivera pas, parce qu'un ami, quand il se noie, vous essayez de le sauver. Vous le prenez par les cheveux. Enfin, moi, on aurait des mots de me sauver. Mais un ennemi, on lui met la tête sous l'eau pour qu'il se noie et qu'il disparaisse. Si dans le sport, on arrivait à faire comprendre à tout le monde que le juge, l'arbitre, le gendarme, sur la route, est là pour nous aider, mais n'est pas là en adversaire et en ennemi, on aura tout compris. Donc le rôle de l'arbitre, ce que je souhaitais dire dans le cadre par rapport aux adolescents aussi, nos adolescents, au départ, ils n'ont pas le mal en eux. À part le fait d'essayer d'être différents, on a vu des images en noir et blanc. Mon grand-père me disait, quand je lui montrais mes pattes d'éléphant, le pantalon, il dit « Oh, mon petit, on a connu ça, la cravate qui était plus petite, plus moins, ça s'appelle la mode. » C'est tout, c'est la mode, parce qu'il faut vendre. Mais autrement, on n'a rien inventé de nouveau. On n'a rien inventé. Et quand on parle maintenant, après le massacre qui a remué la France le 7 janvier, ce qui me choque maintenant, c'est d'entendre dire il faut réapprendre aux jeunes à leur dire bonjour quand ils rentrent en classe, se lever quand le prof arrive ou quelqu'un arrive. Il faut une catastrophe comme ça pour revenir aux bases de départ de l'être humain. Vous vous rendez compte? Tout le monde s'est retrouvé, Dieu merci, dans la rue pour condamner. Mais l'autorité dont on a parlé tout à l'heure, moi je peux vous dire, quand elle a disparu, je l'ai vécu sur le terrain comme arbitre. C'était en 68. Et en mai 68, avant c'était le curé, l'instituteur, le maire, et puis après, plus d'autorité, interdit d'interdire. Et maintenant, le fameux balancier, il arrive maintenant. Et on est en train de nous dire, il faut qu'on réapprenne, qu'on fasse attention. On est quand même des adultes, et c'est ce message que je voudrais vous faire passer. La prise du risque, devenez arbitre. Hein. 40% j'ai vu qui pouvaient, des adolescents avec des accidents de voiture, venez arbitre, vous êtes sûr à 100% de recevoir un coup de poing dans la figure avant votre fin de carrière. Mais c'est tellement fabuleux de rendre la justice. Quelle prise de risque! Moi, je suis arrivé. J'ai jamais joué au foot. Et mauvaise langue disait, ça se voit quand il arbitre. J'ai jamais, donc par la faute de cette maladie, j'ai tout occupé dans le foot. À 17 ans, j'étais dirigeant de l'équipe professionnelle du Racing de Besançon. 17 ans. Dirigeant. J'ai même signé, parce qu'il n'y avait déjà pas d'argent. Le club était toujours là, à la dérive.
Et j'ai même signé à l'époque une caution pour que le club puisse continuer d'exister. Elle n'avait aucune valeur. À l'époque, il fallait avoir la majorité à 21 ans. Si ma mère avait su ça d'ailleurs. Et moi, j'arrivais avec ma mobilette toute rouillée au milieu des Mercedes des dirigeants. Et c'est grâce à eux que je suis devenu arbitre. La fameuse prise de risque. Parce que je me suis rendu compte que l'être humain, qui n'admettait pas la contestation, un chef d'entreprise, un prof, qui était là, il disait, si les subordonnés ne disaient pas bonjour, s'ils n'avaient pas de respect pour lui, ils étaient fous. Et au nom d'un match de football, au nom du sport, ils perdaient toute raison en engueulant l'arbitre, en essayant d'aller le frapper. On est des gens qui n'auraient jamais accepté ça dans leur entreprise. Et tous les jours de réunion, et moi le gamin qui arrivait là dans torte vraiment naïf, j'entendais, on a perdu par la faute de l'arbitre. On n'avait pas de spectateurs par la faute des journalistes. C'était jamais de la faute des grands. Et j'en ai déduit une chose, c'est que malheureusement pour l'être humain, on gagne toujours par ses propres mérites, mais on perd par la faute des autres. Il y a très peu qui sont capables de dire « j'ai pas mon examen, ben, j'ai peut-être pas bossé comme il fallait. C'est le prof ne m'aimait pas, et puis ceci, et puis cela. » L'être humain a des mots d'accepter quand il ne réussit pas. C'est toujours la faute des autres. Vous savez, le coup du... Même moment, j'ai été une colle, mais moi, j'ai rien fait, c'est lui. Puis, j'ai les mains pleines de confiture, mais ce n'est pas moi. Donc, l'être humain, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne des risques, que quand lui, il prend des risques plus forts pour le remettre dans le bon chemin. Donc, si on arrive à comprendre que celui qui est le dépositaire de l'autorité, dans tous les domaines, est là pour aider la vie en collectivité, on a tout compris. On a tout compris. Et moi, je suis... j'aime pas trop donner mon exemple, parce qu'il n'est pas... Vous avez vu, je vous ai donné des mauvais exemples me concernant. Mais je me suis retrouvé, j'ai fait de la radio. Alors qu'avant d'arbitrer, j'étais timide. Et quand c'est Jean-François, hein, oui, a demandé tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est mon frère qui a arbitré. Quand j'entendais tout à l'heure Eric, je me dis, mais c'est pas vrai, c'est pas moi. Et ceux qui m'ont connu avec ma blouse grise au bahut, j'étais timide comme tout. J'aurais pas pu parler en face de vous ce soir. Je le dois au sport. Je le dois à l'arbitrage. Et j'ai une formule pour dire souvent ce que je n'ai pas appris dans les livres, c'est le sport et l'arbitrage en ce qui me concerne qui me l'ont permis. C'est donc, pour moi, honnêtement, je suis parti de rien, comme disait Coluche, pour arriver nulle part. J'ai jamais eu la prétention d'être un bon arbitre, mais j'ai eu la fierté d'arriver au plus haut niveau, sans dire que j'étais le meilleur, parce que je voudrais quand même réparer ce qui a été dit. Le meilleur arbitre n'existe pas. Il n'existera jamais et il est encore à inventer. Le meilleur arbitre, c'est celui qui a la capacité de faire des matchs à un certain niveau avec des hauts et des bas. Si je vous parle de toutes les catastrophes que j'ai pu faire quand j'arbitrais, vous êtes encore là demain matin. Donc, il faut aussi connaître ses limites, accepter ses limites, se regarder dans la glace en disant ben, j'ai fait le maximum pour essayer de faire le mieux, j'y suis pas arrivé. Voilà un petit peu sans note, mais je vois que l'heure défile et que vous aussi, vous pensez peut-être, je crois qu'il y a aussi une intervention des gens. J'ai beaucoup d'émotions aujourd'hui là quand je me retourne et que je vois le président du CESR, Dominique Roy, et puis aussi Anthony Jean-Bourquin, parce que la dernière fois que j'ai pris la parole avec eux présents, nous étions à Montbéliard pour l'Assemblée générale des travaux publics et l'hélicoptère de nos amis suisses s'est écrasé avant la réunion. 7 morts. Et on s'est retrouvés, moi j'arrivais d'un match que j'avais supervisé à Bâle, puis je ne comprenais rien. Et on me dit, mais Michel, les Suisses sont tous... il y a des morts, on ne savait pas exactement le nombre. J'ai dit, je m'en vais. Je m'en vais. On ne va pas parler de foot, d'arbitrage.
qu'ils avaient prévu, puis j'ai prévu une forme humoristique. Et puis on m'a dit, c'est difficile, on ne peut pas annuler, vas-y. Ben, c'était pas évident. C'était pas évident. Et vous voyez, je repensais à autre chose. J'étais invité il y a 15 jours ou 3 semaines, je n'ai plus la notion du temps, ça c'est l'avantage d'être vieux. Mais j'étais invité à la remise du Ballon d'Or à Zurich. C'était au lendemain de la catastrophe de Charlie Hebdo. Et la FIFA, Fédération internationale, gère le monde entier. Mais comme on est en Europe, le président de la FIFA a fait afficher « Je suis Charlie ». Moi, quand j'arbitrais, je disais « Je suis Charlot ». Mais là, lui, « Je suis Charlie ». Nous étions tous Charlie. J'espère qu'on le restera longtemps, ce qui est moins sûr. Et puis, ce qui m'a quand même choqué, c'était à côté des patrons de l'équipe et de France Football, mais je dis, mais on est quand même égoïste, on vit dans notre monde. Nous sommes tous marqués, parce que c'était tout près de Zurich, par la tuerie, la barbarie. Sauf que il y avait 150 gamins qui ont été tués au Nigeria, d'autres qui ont été massacrés ailleurs. Et j'ai dit, c'est quand même dommage qu'une fédération internationale ne prenne pas l'ensemble. Parce que ceux qui regardaient la télé dans les autres continents devaient dire, mais les Européens, d'accord? Et nous, on crève la bouche ouverte, on ne fait rien. Vous voyez un peu comme quoi si on pouvait, je m'adresse surtout à nos jeunes, toujours ouvrir son esprit, toujours à se dire, parce qu'on croit qu'on a notre petite, on est là, c'est nous, etc. Mais il y a l'autre. Et le monde, il est vaste. Et moi, j'ai énormément appris à connaître l'autre, à découvrir l'autre, à découvrir sa manière d'être. Ça, c'est important. Donc surtout, si vous pouvez prendre votre bâton de pèlerin, les jeunes, si vous pouvez essayer, les livres, c'est important, mais le témoignage est aussi votre témoignage de vous-même, de voir les choses, eh bien, vous progresserez dans votre vie d'être humain. Ça, c'est très important. Les ados, c'est fabuleux parce que c'est vrai que vous avez une envie de découvrir le monde. Vous ne pouvez pas parce que financièrement, c'est dur. Mais si vous avez une opportunité, prenez-la. Prenez-la parce que c'est ce qui s'appelle prendre un risque, mais c'est aussi ce qui s'appelle découvrir la vie, découvrir l'autre. Et peut-être que si on se connaissait mieux tous, mais ça c'est très évangélique, peut-être qu'il y aurait moins de conflits si on arrivait à admettre les différences des autres. Mais là, il ne faut pas rêver parce que les anciens qui se sont battus, qui ont fait la guerre, on ne dit plus jamais ça, et ça revient. Et on n'en a peut-être jamais été aussi près. Donc, il faut qu'on se batte pour des valeurs, les valeurs morales, pour des valeurs de respect, ça c'est important. Et si on ne le fait pas dans le sport, on ne le fera pas ailleurs. Si on ne se bat pas dans le sport pour dégager des valeurs, gagner c'est bien, mais si je me suis dopé, quelle valeur ça a? Quelle valeur? Si je fais un croche-pied à mon adversaire, quelle est la valeur? Si je marque un but de la main, rappelez-vous Thierry Henry, l'équipe de France. On a marqué un but de la main. Et le pauvre, ce qui est terrible, quand je dis le pauvre, c'est entre guillemets, hein, ce qui est terrible, c'est que s'il était allé en disant « Monsieur l'arbitre, j'ai marqué de la main », tout le monde le passait au poteau d'exécution en France. Voilà le vrai drame, la vraie question qu'il faut se poser. On est prêt à gagner par tous les moyens, parce que l'enjeu a pris le pas sur le jeu. C'est devenu des enjeux économiques. Alors, je suis un grand bavard, je vais m'arrêter simplement. Redire que la prise de risque, quand je voyais, moi j'ai le vertige quand je les voyais là, mais je me disais en moi-même, mais quand tu allais arbitrer, tu en as pris des risques. Et on est un peu... Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire, j'ai été aussi réformé à cause de ma maladie de cœur, qui ne m'a pas empêché de faire 2 Coupes du Monde. J'ai fait même les championnats du monde militaire, où un amiral italien m'a remis une médaille. Je n'ai pas osé lui dire que j'étais réformé. Donc, la vie à découvrir, je me dis, quand tu vas arbitrer un match, je voudrais vous poser une question, ceux qui aiment le sport en général.
Et quand on voit un match avec l'équipe de France, qu'est-ce qu'on gueule après l'arbitre? Parce qu'on voit toujours les fautes du même côté, hein, jamais de l'autre côté. C'est toujours pour nous. Et maintenant, je pose une question. Si là, posez-vous la question 2 secondes. Si je vous disais, venez, ce soir, vous allez arbitrer Paris Saint-Germain contre Marseille. Où vous allez faire la finale de la Coupe du Monde. Des milliards de téléspectateurs. Imaginez, c'est facile de dire, il a de la peau de saucisse devant les yeux, il ne voit rien. Imaginez, parce que le plus terrible, c'est la maîtrise de soi-même. Et je peux vous dire, en toute confidence, maintenant c'est passé, quand je faisais ces matchs de Coupe du Monde, quand vous avez un doute, parce que l'être humain, toute activité, il n'a que des doutes. Et quand vous êtes là, vous vous dites, il y avait pénalty, il n'y a pas pénalty. Si vous pensez pendant 10 secondes, vous êtes fichu. Vous êtes fichu. Vous commencez à vous dire, oh là là, ma famille, qu'est-ce que je dois prendre à la télé si je me suis trompé? Mes arbitres doivent dire, oh, t'as vu, ils ont envoyé votre c'est une chèvre. Et puis tout le monde. Et si vous vous mettez à douter, il faut du doute, mais il y a juste la limite à trouver pour justement donner confiance à ceux que vous dirigez. Vous allez être des futurs profs. Ici, il y a plus de retraités que de futurs profs devant moi. Donc, les futurs profs, il faut donner confiance à vos élèves. Et si demain, je prends l'avion, et il y a un gros orage, une tempête qui s'annonce, eh bien, je vous assure, je monte là, j'ai déjà la trouille, et puis je regarde, et je vois le pilote qui est comme ça. Je vois les hôtesses qui sont blanches comme la mort. Je vous assure que je fais demi-tour. Et je repars à l'aéroport. Je ne monte pas avec eux. Eh bien, dans vos activités journalières, quotidiennes, vos responsabilités, vous êtes des arbitres, donc des pilotes d'avion. Vous pilotez. Le jour où vous serez prof, ne vous asseyez pas sur vos certitudes, mais il faut donner confiance à ceux à qui vous allez enseigner. Ça, c'est important. Donc, chacun a son caractère différent, chacun doit bien se connaître, mais quelque part, je le dis humblement devant vous, il y a une forme de théâtre. La vie, c'est une comédie. La vie, avec une activité humaine, donc il y a des postures qu'on prend par rapport à l'autorité. Au début, j'étais nerveux, puis j'ai compris que ça énervait tout le monde. Puis après, on me disait, mais pourquoi t'es calme comme ça? Il m'a fallu des années pour changer. On ne change pas une personnalité. Il ne faut pas copier les autres parce que chacun a ses propres qualités, mais on peut aussi évoluer dans la vie. On peut travailler sa personnalité. Ça aussi, c'est important. Donc, futur prof, ici, je voudrais dire au CESR de mon ami Jean-François, puisque je crois que tu as initié au départ, et puis repris par Dominique et ses collègues du CESR, c'est fabuleux qu'ils aient pensé à insérer les jeunes dans le processus de l'avenir, parce que ce sont des gens. Ce qu'il y a de bien d'ailleurs dans ce comité, c'est qu'ils ne prennent pas de décision, ils font des études. Ils aident les politiques. Ils donnent un avis, qui n'est pas toujours malheureusement suivi. Et puis, quand on disait tout à l'heure, on est là parce qu'il faut aider les jeunes pour leur laisser la place du futur. Quand on regarde nos politiques, on s'aperçoit qu'ils n'aiment pas trop laisser la place rapidement. Donc aussi, il ne faut pas se masquer quand on est en face des jeunes. Il ne faut pas se masquer de se dire la vérité. Ça aussi, on dit qu'il faut donner, c'est les jeunes qui ont l'avenir, etc. Mais surtout, et là je vous promets que j'arrête, surtout, écoutez bien vos anciens. Vos anciens, c'est une richesse, c'est un trésor. Et adapté après, avec le monde moderne, vous ne pouvez pas faire vivre comme en 14, vos jeunes, vos étudiants ont changé. Mais écoutez de vos anciens. Et moi, où je suis malheureux, très malheureux, je connais encore des gens qui ont vécu la guerre, et je dis à mes neveux, ouais, parce que j'ai oublié de vous dire, je parle des ados, de la prise de risque et tout, bon, je suis célibataire, et j'ai été traité de cocu toute ma vie comme arbitre. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que nos anciens,
C'est un proverbe africain qui le dit. Je crois que Robert, tu dois savoir qu'est-ce qu'on dit pour une bibliothèque. Un ancien qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Et moi, je suis furieux de voir mes neveux. Je leur dis, allez discuter avec eux. Ils ont vécu la guerre. Bon, ils radotent toujours la même chose. Mais je dis, mais vous vous rendez compte? C'est un témoignage humain qui vous donne, qu'ils ont vécu. C'est les derniers. Dans quelques années, il n'y en aura plus. Les livres, c'est bien, mais rien ne vaut la parole, le témoignage. D'autant qu'au début, nos anciens, tout de suite après la guerre, ils n'en parlaient pas. Les langues se sont déliées bien après. Donc, écoutez des anciens, apportez votre dynamisme, apportez votre prise de risque, apportez votre jeunesse, adaptez-la au temps moderne, mais n'oubliez jamais que derrière un sifflet, derrière un pupitre, il y a des hommes. Quand je dis des hommes, c'est des hommes et des femmes, des êtres humains. Et donc, dans la vie, eh bien, soyez fiers, j'allais dire de vous raser, de vous regarder dans la glace, mais il y a beaucoup de jeunes filles là. Mais faites le maximum et vous ne le regretterez pas. Et à propos de prise de risque, je termine par 2 anecdotes. Une qui m'avait beaucoup marqué, c'est quand j'y pense avec le recul, je pense que c'est mon frère, que c'est pas moi. Moi, j'étais un trouillard. Et j'ai arbitré un jour, on me désigne pour arbitrer le match Syrie-Irak à Damas. Et là, il y avait des menaces d'attentats. C'était déjà la pleine guerre entre Koweït et l'Irak. Et donc, il y a des règlements qui disent qu'un pays en guerre ne peut pas accueillir. C'était match aller-retour pour aller en phase finale de Coupe du Monde. Et je reçois ce match-là. Quand on est arrivé là-bas, j'avais un assistant qui était colonel de l'armée. Quand on est arrivé au stade, des automitrailleuses autour du stade, il pleurait. Il pleurait. Et je me disais, ce foot, on s'est retrouvés. On nous a dit pour éviter qu'il y ait, parce que déjà, les comités terroristes avaient écrit à la FIFA en disant, si le match retour n'a pas lieu en Irak, il était prévu en Arabie Saoudite, eh bien, il y aura des morts au match aller à Damas. Eh bien, sur le coup, on n'y pense pas. Sur le coup, on croit que rien ne peut nous arriver. Mais après, je peux vous assurer que vous avez des frissons dans le dos. Et ma dernière anecdote, parce qu'il y en aurait beaucoup, il y a un match de barrage encore en Colombie, au moment où il y avait le plus de morts avec les cartels de la drogue. Et je reçois par la FIFA qui dit « Vous êtes désigné pour arbitrer le match de barrage entre ou Colombie ou Paraguay, parce qu'il fallait attendre, savoir lequel de l'Amérique du Sud allait battre l'autre, contre Israël. Parce que personne ne savait où mettre Israël. Personne n'en voulait. Donc il avait été décidé de mettre Israël sur un match de barrage pour essayer de se qualifier pour la Coupe du Monde, la phase finale. Un journaliste m'appelle et me dit « Michel, tu sais que cette nuit, il y a Paraguay-Colombie ?» Je dis « Bien sûr, mais t'as pas peur? Tu souhaites que le Paraguay gagne, je pense. » Et moi, je lui dis « C'est vrai que ma famille a peur. La semaine dernière, un arbitre colombien du championnat colombien a été tué devant l'hôtel. Ils sont arrivés, ils l'ont flingué devant l'hôtel. Donc je lui dis, ma famille ne voudrait pas que j'y aille. Mais je dis, moi je ne vais pas lui dire que j'ai peur. Dans la nuit, le match joue, la Colombie se qualifie. Il fait son article qu'il envoie partout dans le monde. Michel Vautreau a peur d'aller arbitrer en Colombie. Eh bien, je peux vous assurer, il faut le vivre. Et tout le monde m'a appelé de la Colombie. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi? Moi, la Colombie, qu'est-ce que je suis heureux de découvrir la Colombie. Bon, je ne me drogue pas, mais peut-être que je vais un petit peu sniffer. Je n'aurais pas dit que je ne buvais pas de café non plus. Mais qu'est-ce que je suis content. Et on est parti. À l'époque, c'était encore, il fallait faire plusieurs étapes. Donc on faisait Madrid, Caracas, enfin bref, on a voyagé. Et au même moment, François Mitterrand, président de la République, il était à chaque fois en escale à côté de notre avion, bleu, blanc, rouge, là. Et
Quand on est arrivé à Bogota, on est crevé, ça ouvre, flap, 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 des flashs. Oh, je dis, tiens, il y a une vedette dans le coin. Je me retourne. C'était pour moi. Une centaine de journalistes radio-télé. Monsieur, pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur? Moi, peur? Jamais. Mais ce n'était pas facile à vivre. Et je suis parti, parce qu'on ne sait jamais où on va. Quand on arrive, on est reçu dans la capitale, puis après, on me dit le match a lieu à Barranquilla. Je ne fais pas le malin, je ne sais pas où c'était avant. Hein. Donc c'était sur la côte. Puis je dis pourquoi on y va? Parce que c'est bien plus tranquille là-bas. Ah, ça fait du bien. Déjà que toute votre voiture est fouillée avant, le moteur et tout, pour voir s'il n'y a pas une bombe. Donc le match, qui aurait dû avoir 80 000 personnes, il n'y en a eu que 40 000, parce qu'il y avait peur. Les gens avaient peur. On a joué à 15 heures pour pas qu'il y ait des bombes la nuit. Maîtriser 15 heures, une chaleur, 40 degrés. Et j'oublierai jamais, j'espère qu'il est propre mon mouchoir, les 40 000 personnes ont sorti le mouchoir blanc pour dire merci aux arbitres d'être venus. Je peux vous assurer que ça vous prend au trip. Quelque part, vous dites, je suis fier d'être français, je suis fier d'être de Besançon, je suis fier de... Je voudrais que mes élèves puissent vivre ce que je vis, parce qu'on ne pense pas au danger. On est allé visiter le terrain, on a été protégés comme des boucliers sur la tête des CRS, pour pas qu'on reçoive de trucs sur nous. Et le match s'est déroulé, je ne suis pas sur les détails, mais il y a eu un incident diplomatique avant, parce qu'Israël n'a plus voulu jouer, parce qu'il y a eu une campagne en les traitant de nazis, ils ont tous sorti les trucs de guerre, c'était infernal comme atmosphère. Et il faut que ce petit bonhomme-là, avec son sifflet, prenne des décisions. Vous imaginez un peu la force de caractère dans votre tête que vous devez avoir? Ça s'appelle l'expérience aussi. Ça se travaille. Et vous savez que vous n'êtes pas sûr de sortir vivant si ça se passe mal. Et après, quand on est arrivé, donc on dit, il y avait toute la presse, on arrive à Barranquilla. En fait, c'était là où étaient tous les cartels de la drogue. Et l'hôtel où on était à côté, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il a explosé cette nuit. Il est encore en train de se consumer. Ah, vous êtes bien dans le ventre, là, ça vous fait... Et on me dit, il y aura des automitrailleuses autour de l'hôtel, vous ne bougez pas. Vous n'avez pas le droit de sortir et vous aurez un soldat pour vous protéger. Vous imaginez un peu tous ces critiques, les arbitres? Je ne fais pas le malin à n'importe qui, puis le match, vous auriez pu l'arbitrer. Je ne viens pas ici pour dire, mais puisqu'on m'a demandé de témoigner, j'en profite. Vous imaginez, vous, un peu? Et d'un seul coup, oula, je dis, qu'est-ce qui se passe? Qui peut me taper? Peut-être un insistant. C'était le militaire qui était chargé de ma surveillance. Qu'est-ce qui se passe? Parlait pas anglais, parlait rien. Bravo, pauvre type. Et ça ne s'invente pas, c'était écrit son nom, Zorro. Et je lui fais signe, qu'est-ce qu'il veut? Il voulait me racketter. Et il me fait signe, $. Alors moi, quand on me parle d'argent, comme les jeunes femmes là, qui me parlent d'argent, je ne comprends pas. Donc je fais, je ne comprends pas. Alors il a pris son portefeuille, puis il a ouvert, et il m'a montré les dollars colombiens en disant, donne-moi. Je l'ai pris par la peau comme ça, puis j'ai foutu dehors. Je peux vous dire que vous ne dormez pas facilement la nuit. Et le lendemain, on est rentré sur Bogota. Et quand on est parti sur Bogota, on est resté sur le tarmac, il faisait chaud, là, toujours 40 degrés. Et on est resté 1 heure sans bouger. Et moi, je dis, j'en peux plus. Je me lève pour aller m'essuyer les mains, me rafraîchir. L'hôtesse me dit non. Et pourquoi? On est à terre. Elle me montre que tout était scotché pour éviter que quelqu'un vienne mettre une bombe dans l'avion. Alors là, vous vous rappelez tous vos Notre Père de votre jeune temps. Hein? Et 1 semaine après mon voyage là, le même avion a explosé en plein vol avec une centaine de morts. Donc ça vous ramène proche de la réalité, proche que vous n'êtes rien, proche qu'il faut avoir la chance. Je vous ai parlé de la chance que j'ai eue dans mes études par rapport à l'arbitrage, moi qui n'ai pas fait de sport. Donc je voudrais vous dire, les jeunes, quand on veut, on peut. Connaissez bien vos limites, mais si vous travaillez, vous dormirez mieux parce que vous direz j'ai fait le maximum pour arriver.
C'est ça la conclusion que j'aimerais vous dire. J'étais autant fait pour être arbitre que curé ou bonne sœur. Et je me suis retrouvé arbitre. Par un incroyable. Parce que oui, j'ai oublié de vous le dire, je me suis engueulé avec les dirigeants de l'époque. Il y avait un vieux dirigeant dont l'entreprise est toujours là. Un jour, j'ai dit, mais l'arbitre, il était bon, pourquoi? Il m'a dit, gamin, tu connais rien, tais-toi. Eh bien, j'ai piqué la mouche et je suis allé passer mon examen d'arbitre pour dire que je connaissais les lois du jeu. Et on m'a dit, c'est rare d'avoir des jeunes à cette époque. J'ai dit, je ne peux pas, j'ai jamais fait de sport et je suis au club. Et je me suis retrouvé à l'arrivée à arbitrer des Coupes du Monde. Donc je pense que dans la vie, arrêtons de nous plaindre. Je crois que ceux qui voyagent, quand ils reviennent, nous disent, finalement on est bien en France. Il faut aussi des fois que la vie n'est pas rose, mais qu'il y a beaucoup plus malheureux que nous. Voilà, j'ai fait un petit peu curé dans comme on ne m'avait pas dit exactement ce que je devais dire, mais je tenais à faire, il m'a dit, il faut que tu donnes ton témoignage. Donc, je vous ai cassé les pieds, vous n'aurez pas besoin de prendre un cachet pour dormir ce soir, mais je voudrais vous remercier, mais surtout, je m'adresse à nos plus jeunes, essayez de véhiculer ces messages. C'est très important. C'est vous les lanceurs d'alerte maintenant. C'est plus nous. Moi, quand j'arrive, on dit, qu'est-ce qui vient, le vieux con, là? Personne ne m'a connu. Moi, j'ai cru que ce soir, j'allais avoir que vos grands-mères qui voulaient me revoir. Mais, donc, on ne représente rien. Mais c'est important de pouvoir. Les jeunes, prenez des risques, mais toujours calculés. La vie est trop importante pour la foutre en l'air. Ça, c'est mon dernier message.